ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Marjorie Bernier. Bonjour Aurélien. Bonjour Marjorie, merci de revenir dans le podcast. C'est la deuxième fois. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez jeter un œil parce que c'était intéressant. On parlait des points d'attention. Marjorie, maîtresse de conférences en psychologie du sport à l'Université de Brest, où tu diriges le master. Oui, je co-dirige avec mon collègue un master EOPS, entraînement et optimisation de la performance sportive, qui est spécialisé dans la psychologie du sport, mais pas seulement dans la préparation mentale, aussi les aspects psychologiques de l'entraînement, de la préparation physique aussi. Tous ces domaines de l'entraînement sont envisagés avec un regard un peu plus centré sur la psychologie. Hyper intéressant parce que c'est vrai que tout ça se mélange, fusionne de plus en plus d'ailleurs. Ça a toujours été le cas, mais on a cette tendance à diviser le travail dans un premier temps et puis dans un second temps, il faut travailler maintenant en équipe autour de l'athlète qui est le centre de tout ça, mais qui subit des contraintes psychologiques autant que physiques à chaque entraînement. Et c'est le cas notamment de la douleur, de la gestion de la souffrance en général, de l'effort, qui implique des stratégies de régulation. Et là, c'est intéressant parce qu'on est en pleine interaction physique et psychologique. Ouais, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dans la littérature scientifique, il n'y a pas grand-chose sur cette douleur liée à l'effort. Alors, on ne parle pas de la douleur liée à la blessure, on parle vraiment de la douleur en situation de performance et liée à l'effort. On se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, tout simplement parce que les physiologistes travaillaient de leur côté, les psychologues travaillaient de leur côté. Nous, on s'est posé la question récemment de la possibilité de travailler ensemble pour envisager finalement quelles pouvaient être les meilleures stratégies des sportifs pour réguler toutes les pensées, toutes les émotions qu'ils peuvent avoir liées à la douleur, liées à l'effort. Et donc ça a fait l'objet d'un mémoire que j'ai encadré l'année dernière, celui de Nadia Sond. Et on a travaillé avec des collègues en physio, en psycho, Jean Fournier, Benjamin Pajot, Anne Courbalet, pour mettre en place une étude qui était vraiment jolie, innovante, dont on est assez fiers et dont les résultats sont super intéressants. Notamment, ces résultats, ils montrent que... alors, ça se passait avec des crossfitters experts. Donc, on a recruté des... C'est un bon choix pour monitorer la douleur et la souffrance dans l'effort. Alors, Nadia pratique et donc elle connaît bien l'activité. Et on est allé demander à ces crossfitters experts, donc d'un certain niveau de pratique, de réaliser un WOD. Et suite à ce WOD, Nadia les interrogeait sur les douleurs qu'ils avaient pu ressentir, leur faisait coter sur des échelles assez classiques leur niveau de douleur, leur niveau d'effort. Et puis ensuite, elle les interrogeait de manière un peu plus qualitative sur ce qu'ils mettent en place d'un point de vue psychologique pour gérer cette douleur. Et on n'avait pas spécialement de connaissances avant cette étude sur les stratégies qui peuvent être mises en place. Vous arriviez un peu fraîche d'a priori. Oui, c'était un peu un terrain inexploré parce que la douleur, d'un point de vue psycho, elle a beaucoup été étudiée quand on parle de douleur chronique ou de douleur liée à la blessure, mais chez des patients non sportifs et pas du tout en situation de performance. Mais quand on parle de la situation de performance, vraiment, on ne savait pas grand-chose, on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a identifié des stratégies qui sont des stratégies de self-monitoring, donc des stratégies où le sportif observe son niveau de douleur, parce que ça va vraiment être une information importante pour lui, ensuite pour réguler son effort, pour optimiser son geste, pour modifier éventuellement son geste, adapter son geste pour réguler la douleur, pour tenir. Et donc, contrairement à toutes les
études en dehors du champ du sport qui montrent que la meilleure stratégie, c'est souvent d'éviter de penser à la douleur, de se distraire, de penser à autre chose. Là, c'est un peu l'inverse. On va plutôt se focaliser sur la douleur. Acceptation totale. Alors, acceptation, pas toujours, mais en tout cas, se focaliser pour prendre l'information. Alors, c'est important, juste une petite parenthèse, on rappelle qu'on ne parle pas des douleurs physiques, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent sont soit crossfitters, soit... Et peut-être tout de suite, ils vont penser, je sais pas, au steak dans les mains, aux douleurs, aux douleurs mécaniques, articulaires qui pourraient arriver au cours d'un WOD hyper dur, un peu challenging. Non, là, on parle vraiment des douleurs psychométaboliques, quoi, la souffrance liée purement à l'effort, quoi. Oui, souvent c'est quand même plutôt des douleurs musculaires, des sensations qu'on va ressentir plutôt dans les muscles, mais qui ne sont pas liées en effet où il y a une pathologie ou à l'atteinte d'une articulation ou d'une lésion. Et ces douleurs liées à l'effort, finalement, sont très spécifiques et c'est pour ça que le sportif doit développer des stratégies dans toutes les disciplines, parce que là on l'a fait en crossfit, mais finalement ça s'adresse à toutes les disciplines à haute intensité. Ouais. Il va falloir à un moment aller au-delà de la douleur ou bien continuer l'effort malgré la douleur. Et c'est vraiment ça qui nous intéressait. Et donc eux, ils basculent sur une stratégie d'auto-monitoring, tu disais, donc où ils observent leur propre douleur, surtout pas la mettre sous le tapis, surtout pas regarder ailleurs, on va regarder droit dans les yeux, c'est ça? Alors ça dépend, il y a aussi des stratégies... d'évitement? Alors pas d'évitement, mais des stratégies de distraction, c'est-à-dire que ils ne cherchent pas spécialement à éviter la douleur, mais ils vont chercher à penser à autre chose, ou ils vont chercher à atténuer la douleur. Mais quand ils adoptent ces stratégies, on a remarqué dans cette étude que c'était souvent au début de l'effort, lorsque l'effort et la douleur sont cotés à des niveaux encore raisonnables. Voilà. Et à l'inverse, quand l'effort augmente, quand le niveau de perception de l'effort augmente, quand le niveau de perception de la douleur augmente, là, on ne voit plus ou moins apparaître toutes ces stratégies de distraction, qu'on appelle des stratégies dissociatives, donc toutes les stratégies où on se dissocie, on ne pense pas à ces sensations, on essaye de ne pas penser à ces sensations. Et ces stratégies dissociatives, finalement, elles sont de moins en moins nombreuses au fur et à mesure que la douleur et que l'intensité de l'effort augmente. Où là, on va basculer plutôt sur des stratégies associatives, c'est-à-dire on va en effet faire ce monitoring de ces sensations, observer ces sensations. Il peut y avoir aussi des stratégies d'acceptation, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça devrait peut-être vous rappeler quelque chose du podcast que tu as fait avec Jean, puisque vous aviez été amené à parler de l'acceptation, qui peut se développer grâce à la pleine conscience. Et puis il y a aussi toutes les stratégies, je dirais, de réorientation de l'attention. Quand on réoriente son attention sur la tâche, le nombre de répétitions qu'on a décidé de faire, le geste qu'on a réalisé là, maintenant, des points d'attention précis. Donc ces stratégies de réorientation de l'attention, elles semblent assez efficaces, associées à ces stratégies de monitoring. Donc les meilleurs, finalement, c'est surtout sur la phase très intensive que ça va se distinguer, parce qu'avant, au fond, les stratégies n'ont pas un impact forcément majeur. Ben, elles peuvent quand même avoir un impact dans la régulation de la fatigue mentale. Et ça, on l'a un peu touché du doigt dans cette étude, c'est la fatigue mentale générée par ces stratégies, par cet effort mental pour gérer la douleur. Ça génère de la fatigue mentale et finalement, certaines stratégies, quand la douleur est faible, finalement, sont peut-être moins coûteuses aussi. Et elles permettent ensuite de pouvoir disposer encore d'énergie mentale, je dirais, pour être capable de faire face à des douleurs beaucoup plus intenses ensuite. Ouais, être plus disposé et disponible pour ce qui arrive ensuite, quoi. Ouais. Donc finalement, les meilleurs arrivent à optimiser ces deux temps, en fait. Il y a vraiment deux formes d'adaptation et de gestion qui sont liées au timing de la séance, en fait. Ouais, c'est ce qui est vraiment intéressant aussi dans cette étude, c'est que
Jusque-là, dans la littérature, on trouvait beaucoup de choses très expérimentales et dichotomiques. C'est souvent ça dans la recherche, hein, en sciences du sport. On compare une stratégie versus une autre. Là, en fait, on s'est rendu compte que ça bougeait. Quand on est dans des situations réelles, ça bouge tout au long de l'exercice, ça bouge quand l'intensité augmente. Et certaines stratégies apparaissent en début d'exercice, d'autres en milieu et d'autres à la fin de l'exercice. Oui, et puis quand on a pratiqué un peu le crossfit et qu'on a fait 2-3 vrais WOD, on sait qu'à un moment donné, les ressources cognitives aussi, elles sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Les stratégies, elles doivent se recentrer sur des choses, j'imagine, précises, clés, simples, maîtrisables. Ça y est, on n'est plus en train de se créer un monde dans le monde ou alors des stratégies d'évitement hyper complexes. Il n'y a plus trop de place pour ça, quoi. Quand on est à 20 millimoles de lactate, en général... ça commence à être très 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 dur de... Ouais. Et c'est là qu'il faut adopter la bonne stratégie, celle qui va être peut-être la moins coûteuse d'un point de vue mental, mais qui va me permettre de rester engagé, de rester dans ce que j'ai à faire. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer. Pour vous démarquer de la concurrence, eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Il y a eu des... Bon, tu disais en introduction qu'il y avait peu de ressources sur le sujet, que pour l'instant, ce que je comprends complètement, on avait peu exploré ça. Ça a quand même été un peu monitoré dans d'autres disciplines très très dures, je ne sais pas, des disciplines... comme le 400 mètres, le 800 mètres, ou peut-être certaines disciplines de natation. On a déjà des datas là-dessus, un petit peu, des choses qui ont été un peu observées ou... Vraiment très peu. Ça a été plus examiné dans les disciplines d'endurance. Dans ces disciplines, on a plus d'informations sur la gestion, les stratégies de gestion de l'effort. Mais c'est encore différent. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on voulait vérifier. Est-ce que gérer son effort et gérer sa douleur, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont les mêmes stratégies? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement la même chose et que ça méritait d'être davantage exploré. Oui, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'en plus de ça, comme on cherche vraiment à monitorer la douleur de l'effort, la souffrance liée à l'effort, il y a certains sports où, comme tout est mélangé, je pense aux sports de combat, qu'ils soient collectifs comme le rugby, ou individuels comme le MMA ou le judo, ça devient difficile d'observer les choses. Pourtant, c'est là qu'on souffre probablement le plus, d'une certaine manière, de manière la plus variée en tout cas. Ouais. Mais tout se mélange, puisqu'on ramasse des coups en même temps qu'on crée de l'acidité musculaire, des éléments qui vraiment vont nous pousser à souffrir à un moment donné. Ouais. Et c'est là que ça va être intéressant du coup de travailler au développement de ces ressources, de ces stratégies avec les sportifs, parce que ces stratégies, ils pourront les mobiliser ensuite quand ça devient vraiment difficile, aussi bien en termes d'effort qu'en termes de douleur dans ces disciplines que tu évoques là. Ouais, c'est sûr qu'eux, ils vont pouvoir s'inspirer assez largement de ce type de travaux, c'est évident. Là-dessus, ouais, le CrossFit, c'est un bon outil parce que c'est pluridisciplinaire, on se retrouve à avoir une souffrance assez
constante, mais qui devient de plus en plus pesante, finalement, et qui permet de voir ce type de double stratégie, voire peut-être même plus encore. Oui, il y en a beaucoup plus. Finalement, c'est pas, encore une fois, c'est pas binaire, quoi. C'est une espèce de continuum, j'imagine. On règle des curseurs plus ou moins. C'est ça, complètement. Et le Brain Endurance Training, tu nous en parles un petit peu? Oui, c'est une méthode qui commence à être testée. Alors, plutôt pour l'instant encore sur des travaux de recherche. Peut-être que des collègues étrangers le mettent en application aussi avec des équipes. C'est une méthode qui consiste à faire pratiquer des exercices d'endurance ou des efforts longs et avec une intensité assez importante aussi, en associant aussi une tâche mentale, une activité mentale, un effort mental, qui fait que finalement, ça va, avec l'entraînement, réduire la perception de l'effort. Et donc en améliorant finalement cette capacité à produire un effort important sans le ressentir aussi haut, sans le percevoir aussi haut, eh bien, on améliore aussi la capacité à gérer l'effort et à gérer la douleur. Hyper intéressant. Bon, écoute, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu es toujours actif sur LinkedIn? Toujours. Ouais. Tu nous rappelles le nom de ton groupe de travail sur LinkedIn? C'est l'équipe 3A2P, c'est une équipe de recherche, et sinon sur mon propre compte. Marjorie Bernier. Super. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez peut-être écouté sur les différentes plateformes de streaming que vous connaissez. Vous allez regarder sur YouTube. Il y aura une version enrichie de ce podcast sur mon site web. Et si vous cherchez à poursuivre votre formation professionnelle, soit en préparation mentale, soit en préparation physique, mon partenaire digitalisation, l'organisme de formation Transfert, propose des formations sur ces deux thématiques. N'hésitez pas à les voir. Je vous remercie de votre fidélité. Marjorie, tu reviens quand tu veux. Merci Aurélien. Salut à tous. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.